Mon propre père m'a dit, tu n'es qu'une stupide erreur de mon passé. Prends cette grossesse et va-t'en. 9 ans plus tard, la sécurité a appelé, Madame, vos parents sont à l'entrée de votre propriété. J'ai souri et j'ai dit, mon nom est Phoenix Hall. J'avais 21 ans quand mon monde s'est effondré, et je dois vous raconter comment j'en ai bâti un nouveau à partir des décombres. En grandissant à Ridgewood, je n'ai jamais été la fille que mon père désirait. Gerald Hall possédait une entreprise de construction de taille moyenne, et dès ma naissance, il a clairement exprimé sa déception. Il voulait un fils. Il a eu moi à la place. Alors, il a décidé de faire comme si la différence n'existait pas. Pendant que les autres filles de mon âge apprenaient à tresser des cheveux et à choisir des robes de bal, j'apprenais à changer des pneus dans notre garage, passant les étés à transporter des matériaux sur ces chantiers de construction. Et à jouer au softball. Même si je voulais secrètement prendre des cours de danse, mon père avait un plan pour moi. Vous voyez? J'allais être le fils qu'il n'avait jamais eu. J'allais reprendre la construction et continuer son héritage. Le fait que je sois une fille n'était qu'un inconvénient qu'il choisissait d'ignorer. Je suis devenue assez douée pour l'ignorer aussi. J'ai appris à ravaler mes sentiments, à performer, à réussir. J'ai étudié le commerce à Rutgers parce que c'est ce qu'il attendait. J'ai eu des notes parfaites parce que tout le reste signifiait une leçon sur le potentiel gâché. Je suis devenue perfectionniste, toujours à la recherche d'une approbation qui ne venait jamais tout à fait. En y repensant, je me suis rendu compte que je pouvais reconstruire un carburateur les yeux fermés. Mais je ne sais toujours pas faire une tresse française pour sauver ma vie. Quelle éducation, n'est-ce pas? Ma mère, Constance, était un autre genre de problème. Elle n'était pas cruelle. Elle était juste absente de toutes les manières importantes. Elle flottait dans notre maison comme un fantôme, ne contredisant jamais mon père, ne me défendant jamais, ne faisant jamais la moindre vague. Je pensais qu'elle était faible. Plus tard, j'ai réalisé qu'elle avait simplement fait son choix il y a longtemps. Et ce choix était le confort plutôt que le courage. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que dans seulement 8 mois, je perdrais tout, ma famille, mon avenir, et l'homme que je pensais aimer, tout cela en 24 heures, j'aurais ri. Mais la vie a un sens cruel du timing, et le mien était sur le point de s'épuiser. C'est alors que j'ai rencontré Tyler Webb. En y repensant maintenant, j'aurais dû savoir que tout homme dont le sourire pouvait vous convaincre que le ciel était vert mentait probablement aussi sur la couleur de tout le reste. Mais j'avais 21 ans et je désespérais d'être aimée par quelqu'un qui me voyait réellement comme une femme. Alors, quand ce beau représentant pharmaceutique de 24 ans a commencé à parler de notre avenir comme s'il était déjà écrit dans les étoiles, j'ai cru chaque mot. Le mariage, les enfants, une maison avec une clôture blanche. Après 21 ans à entendre que je n'étais pas assez bien, voici quelqu'un qui me faisait sentir que j'étais tout. Je suis tombée éperdument amoureuse. Le genre de chute où l'on ne réalise même pas qu'on a quitté le sol avant de plonger déjà vers le béton. 8 mois après le début de notre relation, j'ai découvert que j'étais enceinte. Terrifiée ne commence même pas à couvrir ce que je ressentais. Mais Tyler semblait heureux. Il parlait de noms de bébé, de couleurs de chambre, d'apprendre à notre enfant à faire du vélo. Je me suis permis de le croire. Je me suis permis d'espérer. Ce fut ma première erreur. Tyler a commencé à prendre ses distances, occupé par le travail, disait-il. Voyage en plus, disait-il. J'ai repoussé mes inquiétudes car j'avais besoin que le conte de fées soit réel. J'avais besoin que quelque chose dans ma vie ne soit pas une déception. Ma deuxième erreur a été de dire à mes parents que je prévoyais d'annoncer ma grossesse lors du dîner du dimanche. Tyler était censé être là avec moi, mais il a annulé à la dernière minute. Urgence au travail, a-t-il affirmé. Alors, je me suis assise seule en face de Gerald et Constance Hall, j'ai poussé ma nourriture sur mon assiette, et j'ai finalement prononcé les mots qui allaient tout changer. Mes mains sont devenues glacées sous la table. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma gorge, si fort que j'étais certaine qu'il pouvait l'entendre à travers la salle à manger. Le visage de mon père a traversé plusieurs étapes. La confusion d'abord,
puis l'incrédulité, puis quelque chose de froid et dur s'est installé dans ses traits. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant en 21 ans. Ma mère s'est juste figée. Sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Une statue en perles et en silence. Gérald n'a pas crié au début, cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, il a parlé d'une voix calme et contrôlée qui était d'une certaine manière pire que n'importe quel cri. Il a parlé de ses plans pour moi, de la façon dont j'étais censé reprendre l'entreprise, de la façon dont une fille enceinte et non mariée détruirait sa réputation dans le monde des affaires, de la façon dont il avait passé 21 ans à essayer de me modeler en quelque chose d'utile. Et c'est ainsi que je le repayais. Puis le calme s'est brisé. Il s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière et s'est écrasée contre le parquet. Le son m'a fait sursauter comme un coup de feu. Et puis il a prononcé des mots que je porterai avec moi jusqu'au jour de ma mort. Il a dit que je n'étais qu'une stupide erreur de son passé. Il a dit qu'il aurait dû essayer d'avoir un fils au lieu de perdre son temps avec moi. Il m'a dit de prendre ma grossesse et de quitter sa maison. J'ai regardé ma mère, la suppliant de mes yeux de dire quelque chose, n'importe quoi, de me défendre juste cette fois. Elle a fixé sa purée de pommes de terre comme si c'était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais vue. Gérald m'a donné 1 heure. J'ai fait 2 valises avec des mains tremblantes. 21 ans d'existence entassés dans ce qui pouvait rentrer. Ma mère n'est pas venue dans ma chambre. N'a pas offert d'aide. N'a pas dit au revoir. J'entendais la télévision s'allumer en bas. Un jeu télévisé avec une musique joyeuse pendant que je m'effaçais de ma maison d'enfance. Je suis sortie par la porte d'entrée et je n'ai jamais regardé en arrière. Dans ma voiture, j'ai appelé Tyler. Pas de réponse. J'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS avec des doigts tremblants, lui disant que mon père m'avait mise à la porte, lui disant que j'avais besoin de lui. J'ai attendu une réponse pendant 3 heures. 3 heures assise dans un parking sombre, fixant l'écran de mon téléphone comme s'il contenait tout mon avenir, priant pour que le conte de fées survive juste un peu plus longtemps. Puis son message est arrivé et ce qui restait de mon petit cœur naïf s'est brisé en morceaux si petits que je n'étais pas sûre de pouvoir tous les retrouver. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire et il signifie tout pour moi. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors, où en étions-nous? Ah oui, le message de Tyler. 6 mots. C'est tout ce qu'il m'a donné. Après 8 mois, après toutes ces promesses, après avoir parlé de notre avenir, de notre bébé et de l'éternité, 6 mots sur un écran lumineux dans un parking sombre, il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Il a dit qu'il était désolé. Il m'a dit de ne plus le contacter. Je n'ai pas écouté. Bien sûr que non. Je l'ai appelé probablement 40 fois cette nuit-là. Chaque appel est allé directement à la messagerie vocale jusqu'à ce que, finalement, le numéro cesse complètement de se connecter. Il m'avait bloqué. L'homme qui parlait des noms de nos enfants m'avait bloqué comme si j'étais une télévendeuse. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à son appartement. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de le regarder dans les yeux et de comprendre comment quelqu'un pouvait se transformer de prince charmant en fantôme du jour au lendemain. Une femme a ouvert la porte. Elle était jolie et bien habillée, portant une bague de fiançailles qui captait la lumière du matin comme une minuscule boule disco de trahison. Son nom était Lorraine, et elle était fiancée à Tyler Webb depuis 2 ans. 2 ans. Pendant que Tyler me murmurait des promesses à l'oreille, il rentrait chez une fiancée qui n'avait aucune idée de mon existence. J'étais l'autre femme dans une histoire dont je ne savais même pas que j'en faisais partie. La nausée matinale que je combattais n'avait soudain plus rien à voir avec la grossesse. Lorraine et moi nous sommes juste regardés un instant. 2 femmes réalisant que nous avions aimé le même mensonge. Puis Tyler est apparu derrière elle et le masque est enfin tombé. Il n'y avait plus de charme, plus de chaleur. Il m'a regardé comme si j'étais un inconvénient, un désordre qu'il devait nettoyer. Il m'a dit de gérer mon problème et m'a claqué la porte au nez. J'aurais dû voir les signes. L'homme faisait des voyages de travail vers des lieux soi-disant exotiques, mais ne revenait jamais avec un bronzage ou une seule photographie.
Je pensais qu'il était juste discret. Il s'est avéré qu'il n'était qu'un menteur professionnel avec un compte de voyageurs fréquent. Alors, me voilà, 21 ans, enceinte, désavouée et larguée en l'espace de 24 heures. J'avais $847 sur mon compte épargne. Mon père avait déjà appelé tous les membres de notre famille, empoisonnant la source avant même que je puisse les contacter. Ma tante a essayé de m'envoyer de l'argent en secret, mais Gérald l'a découvert et a menacé de la couper complètement. Même ma mère a réussi à me glisser $500 par l'intermédiaire d'un cousin. Mais quand mon père l'a découvert, il lui a retiré toutes ses cartes de crédit en guise de punition. J'ai trouvé une chambre dans une pension à Newark. Ça sentait le mildiou et les rêves brisés, mais c'était $60 par semaine, et c'était tout ce que je pouvais me permettre. J'ai eu 3 emplois. Les matins à une boulangerie à partir de 4 heures du matin, couverte de farine et d'épuisement. Les après-midi chez un nettoyeur à sec, à repasser les vêtements des autres pendant que les miens tombaient en morceaux. Les soirs dans un centre d'appel, à me faire crier dessus par des inconnus jusqu'à 22 heures. Je tombais dans mon petit lit, dormais 5 heures, et recommençais tout. Mon corps a tenu le coup aussi longtemps qu'il a pu. À 6 mois de grossesse, je me suis effondrée pendant mon quart de travail au centre d'appel. Je me suis juste effondrée là, entre les cloisons, comme une marionnette dont les ficelles auraient été coupées. Je me suis réveillée à l'hôpital avec un médecin qui me disait que je me tuais, moi et mon bébé. Il a dit que je devais ralentir ou je la perdrais. J'ai quitté 2 de mes emplois. Je n'avais pas le choix. J'ai survécu avec un seul revenu, des bons alimentaires, et un niveau d'anxiété qui aurait probablement dû avoir son propre code postal. Ma fille est née en avril. Je l'ai nommée Iris, d'après la fleur et la déesse des arcs-en-ciel, car elle était la seule couleur restante dans mon monde gris. Elle est venue au monde dans une salle d'accouchement sans famille qui attendait dehors, sans père qui faisait les 100 pas dans les couloirs, sans grands-parents désireux de la tenir, juste moi, épuisée et terrifiée, et plus amoureuse que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. L'infirmière a demandé si ma famille venait. Je lui ai dit qu'il voyageait. C'était plus facile que d'expliquer que ma famille m'avait jetée comme les ordures de la veille. J'ai tenu Iris dans mes bras, cette petite humaine parfaite qui n'avait rien fait de mal, sauf exister, et je lui ai fait une promesse. J'ai juré qu'elle ne saurait jamais ce que c'était de se sentir indésirable. Mon père, pendant ce temps, s'affairait à m'effacer de l'existence. Il racontait à tout le monde à Ridgewood que j'étais troublée, que je faisais de mauvais choix. Il laissait entendre des choses sans les dire directement, laissant l'imagination des gens combler les pires détails. De vieux amis de la famille traversaient la rue pour m'éviter quand je visitais la région. D'anciens camarades de collège cessaient de répondre à mes messages. J'ai découvert par le biais d'une publication accidentelle sur les réseaux sociaux d'un cousin que j'avais été recadré de toutes les photos de famille. 21 ans d'anniversaire, de vacances et de remise de diplôme, et je n'apparaissais plus dans aucune d'elles. Mais voici la chose à propos du fond du baril. Une fois que vous y êtes, il n'y a nulle part où aller sinon vers le haut. Et cette année-là, j'ai appris à étirer $12 sur 7 jours de course. J'ai appris 47 recettes différentes à base de riz et de haricots. À ce jour, je vaux des millions, et je ne peux toujours pas regarder un haricot rouge sans que mon œil ne tremble un peu. Certains traumatismes restent avec vous. La blessure la plus profonde n'était pas la rage de mon père, cependant. C'était le silence de ma mère. Constance Hall avait regardé sa seule fille se faire jeter dans le monde, enceinte et seule. Et elle n'avait rien dit, rien fait, rien choisi, sauf le chemin de la moindre résistance. Quelques mois après la naissance d'Iris, j'ai écrit une lettre à ma mère. J'ai versé mon cœur sur ce papier. Je lui ai parlé de sa petite fille. Je l'ai supplié de rencontrer Iris, de faire partie de sa vie, de choisir l'amour plutôt que la peur, juste cette fois. Sa réponse est arrivée 2 semaines plus tard. Un paragraphe. Elle a dit, mon père pensait que c'était mieux s'il passait à autre chose. Elle a dit qu'elle était désolée. Désolée. Ce seul mot, si petit, si faible et si inutile. C'était pire que le silence. Au moins le silence ne faisait pas semblant de se soucier. Pour le premier anniversaire d'Iris, je lui ai organisé une fête dans notre petit appartement. Juste nous deux.
Un gâteau de la section des rabais du supermarché avec une bosse dans le glaçage et un seul ballon que j'ai trouvé en solde. J'étais épuisée, fauchée, mangeant un gâteau qui avait le goût de la survie et faisant semblant qu'il était sucré. Mais ma fille m'a souri. Ce sourire énorme, joyeux et plein de gomme qui ne savait rien des pères absents, des grands-pères cruels ou des mères qui choisissaient le confort plutôt que leurs enfants. Et quelque chose a changé dans ma poitrine. J'ai réalisé que j'avais deux choix. Je pouvais passer le reste de ma vie à me noyer dans le ressentiment, à rejouer les paroles de mon père, laissant Gérald Hall vivre en réentrer dans ma tête pour toujours, ou je pouvais construire quelque chose de si grand, de si réussi, de si indéniablement mien que son opinion deviendrait insignifiante. Je n'ai jamais été douée pour la noyade. Le tournant est venu d'une source inattendue, une femme coriace et veuve de 68 ans nommée Myriam Castellano, qui dirigeait une entreprise de gestion immobilière en difficulté et n'avait aucune patience pour les excuses. J'ai obtenu un poste de débutante dans son cabinet quand Iris avait environ 18 mois, classant des documents, répondant au téléphone, faisant du café dont Myriam se plaignait toujours qu'il était trop faible. Mais Myriam remarquait des choses. Elle a remarqué que je restais tard sans qu'on me le demande. Elle a remarqué que je trouvais des erreurs dans les contrats qui avaient échappé à tout le monde. Elle a remarqué que j'avais le genre de fin qui vient de n'avoir rien et tout approuvé. Un jour, elle m'a appelé dans son bureau et m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie. Je lui ai dit que je voulais ne plus jamais être impuissante. Elle a hoché la tête comme si c'était la seule réponse acceptable et a commencé à m'enseigner tout ce qu'elle savait. Myriam avait bâti son entreprise à partir de rien après la mort de son mari qui lui avait laissé 3 enfants et une montagne de dettes. Elle comprenait la survie. Elle comprenait ce que signifiait être sous-estimée. Et elle voyait en moi quelque chose que je ne pouvais pas encore voir en moi-même. J'ai découvert que j'avais un don pour l'immobilier. Pas le genre de présentation flashy, mais quelque chose de plus précieux. Je pouvais regarder une propriété négligée, un bâtiment que tout le monde considérait comme une cause perdue, et voir exactement ce qu'il pouvait devenir. Je voyais du potentiel là où d'autres voyaient de la décrépitude. C'était comme mon super pouvoir, sauf qu'au lieu d'une cape, je portais des chaussures plates et de la détermination. Ma première négociation réussie, si on peut l'appeler ainsi, a été de convaincre mon propriétaire de ne pas m'expulser en proposant de réparer personnellement les boîtes aux lettres cassées de l'immeuble. J'ai passé tout un week-end avec un tournevis, un tutoriel YouTube, et plus de gros mots que je n'en suis fière. Mais quand j'ai fini, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je pouvais vendre n'importe quoi à n'importe qui si je croyais en la valeur que j'offrais. Cette situation de boîte aux lettres cassées a été mon école de commerce. J'ai obtenu ma licence immobilière tout en travaillant à temps plein et en élevant Iris seule. J'étudiais à 2 heures du matin. Les manuels étalés sur ma table de cuisine. Ma fille dormait dans la pièce voisine. J'ai bu assez de café pour alimenter un petit vaisseau spatial. J'ai échoué à mon premier examen blanc et j'ai pleuré dans la salle de bain pendant 20 minutes. Puis j'ai séché mes yeux et j'ai étudié plus fort. Quand j'ai réussi cet examen de licence, j'ai tenu le certificat dans mes mains et j'ai sangloté. Pas des larmes de tristesse, des larmes de survivante. Le genre qui vient quand on réalise qu'on pourrait en fait s'en sortir après tout. Ma première vente fut un minuscule condo qui était resté sur le marché pendant 8 mois. Personne n'en voulait. L'emplacement était bizarre. L'aménagement était maladroit et il sentait vaguement les chats et le regret. Je l'ai aménagé moi-même avec des meubles de friperie et des astuces que j'avais apprises dans des émissions de rénovation. Je faisais des biscuits avant chaque visite parce que j'avais lu quelque part que l'odeur faisait que les gens se sentaient chez eux. C'était probablement de la manipulation, mais c'était aussi une manipulation délicieuse. Ce condo s'est vendu. En 3 semaines, ma commission était de $3200. Plus d'argent que je n'en avais vu en 2 ans de galère. Je me souviens avoir déposé ce chèque et avoir juste fixé mon solde bancaire, regardant les chiffres changer, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant que les mots de mon père ne détruisent tout. J'ai ressenti de l'espoir. Myriam m'a promu, m'a donné plus de mandats, a commencé à me traiter moins comme une employée et plus comme une protégée. J'ai appris le métier de fond en comble, absorbant tout ce qu'elle m'enseignait comme une éponge qui avait soif depuis des décennies. Quand Iris a eu 3 ans,
elle m'a demandé pourquoi nous n'avions pas de jardin. Elle en avait vu un à la télévision, et elle voulait savoir pourquoi notre immeuble n'avait qu'un parking. Je me suis agenouillée à sa hauteur et je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit qu'un jour nous aurions le plus grand jardin de tout le New Jersey. Elle m'a fait un dessin ce soir-là, une maison bien trop grande, avec un jardin qui occupait la majeure partie de la page et 2 bonhommes allumettes se tenant la main, moi et elle. J'ai mis ce dessin dans mon portefeuille et je l'ai porté tous les jours depuis. Mais le succès ne vient pas sans revers. Je luttais constamment avec une voix dans ma tête qui ressemblait exactement à celle de mon père. Chaque fois que je cherchais quelque chose de plus grand, cette voix me disait que je n'étais qu'une stupide erreur. Chaque fois que je doutais de moi, les mots de Gerald Hall résonnaient dans mes pensées comme une malédiction que je ne pouvais pas briser. Myriam l'a remarqué. Elle m'a fait asseoir un après-midi et m'a raconté sa propre histoire d'être renvoyée et mise en doute. La famille de son mari lui avait dit qu'elle échouerait. Des associés d'affaires s'étaient moqués d'elle. Les banques avaient refusé de lui accorder des prêts parce qu'elle était une femme seule. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. La meilleure vengeance c'est de les oublier pendant que vous bâtissez votre royaume. À cette époque, Tyler a décidé de refaire surface, parce que, bien sûr, il l'a fait. Il m'a trouvé sur les réseaux sociaux quand Iris avait 4 ans. Son message était tout en fausse préoccupation et en questions soigneusement formulées. Il avait entendu que j'allais mieux. Il voulait renouer. Il pensait que peut-être il devrait discuter de l'avenir d'Iris. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait entendu que je n'étais plus démunie et qu'il voulait soit apaiser sa culpabilité, soit voir s'il y avait de l'argent à prendre. J'ai fait une capture d'écran de chaque message, les ai enregistrés dans un dossier et n'ai jamais répondu. Qu'il se demande. Qu'il attende pour toujours. Voici quelque chose d'amusant, cependant. Lauren, son ex-fiancée, m'a contacté séparément à peu près au même moment. Apparemment, Tyler l'avait également trompée, car les léopards ne changent pas leurs tâches. Ils trouvent juste de nouvelles gazelles. Elle était maintenant heureusement remariée à un homme décent et voulait s'excuser pour la façon dont tout s'était déroulé, même si rien de tout cela n'était de sa faute. Nous sommes devenus amis, unis par l'expérience partagée d'aimer un arnaqueur professionnel. La vie est étrange ainsi. Parfois, les gens que vous devriez haïr deviennent les personnes qui vous comprennent le mieux. Par des contacts professionnels, j'ai commencé à entendre des rumeurs sur Hall Construction. Mon père s'était surendetté pendant un boom de la construction, avait contracté de mauvais prêts à des conditions pires, et son entreprise se vidait lentement. Sa fierté ne lui permettrait pas de l'admettre. Constance avait dû laisser partir leur femme de ménage. Ils avaient cessé de partir en vacances annuelles. De petites fissures dans la façade que seul quelqu'un qui observait attentivement remarquerait. J'ai remarqué. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Pas encore. J'étais trop occupée à construire mon propre empire pour gaspiller de l'énergie sur le sien qui s'effondrait. Au moment où Iris est entrée en première année, j'avais économisé 180 000 $. J'avais un plan, une réputation et un avenir qui n'avaient rien à voir avec Gerald ou Constance Hall. Je ne planifiais pas de vengeance. J'étais simplement trop occupée pour la vengeance. Mais si mon succès mettait en lumière exactement ce qu'ils avaient jeté, eh bien, c'était juste un bon positionnement. Au moment où j'avais 28 ans, j'avais appris quelque chose d'important sur moi-même. Je n'étais pas seulement une survivante. J'étais une bâtisseuse. Myriam Castano a décidé de prendre sa retraite. 68 ans de travail, de lutte et de prouver que tout le monde avait tort lui avait valu une plage quelque part au chaud où personne ne connaissait son nom et personne n'avait besoin de son expertise. Avant de partir, elle m'a fait asseoir et m'a offert toute sa liste de clients à un prix si bas que c'était pratiquement un cadeau. J'ai essayé de discuter, de lui payer ce que cela valait réellement. Elle m'a juste regardé avec ses yeux perçants qui avaient tout vu et a dit que c'était son investissement dans l'avenir. Elle a dit qu'elle voulait regarder ce que j'allais construire et qu'elle ne pourrait pas le faire si j'étais fauchée d'avoir trop payé. Puis elle m'a tendu une bouteille de champagne, m'a dit de ne pas l'ouvrir avant d'avoir fait mon premier million et est sortie par la porte. J'ai toujours cette bouteille. Je la garde pour quelque chose d'encore plus grand maintenant.
J'ai lancé Phoenix Rise Property depuis un petit bureau à Hoboken avec un seul bureau, une seule chaise et plus d'ambition que de surface. Le nom n'était pas subtil, mais la subtilité ne m'avait jamais mené nulle part. J'étais un phénix. J'avais brûlé et j'étais ressuscité. Quiconque avait un problème avec cela pouvait s'en prendre à mes marges bénéficiaires. Ma spécialité est devenue la recherche de propriétés négligées dans des quartiers sur le point de se transformer, des bâtiments que tout le monde considérait comme des causes perdues. Je les achetais, les restaurais avec soin et intelligence, et les revendais pour considérablement plus que ce que j'avais payé. Mon premier projet majeur fut un immeuble d'appartements condamné à Jersey City que la ville était sur le point de démolir. Je voyais du potentiel là où tout le monde ne voyait que des décombres. 18 mois et beaucoup de nuits blanches plus tard, je l'avais converti en condos de luxe qui se sont vendus en 6 semaines. Ce projet m'a rapporté 1,2 million de dollars de profit. Je me souviens être assise dans mon nouveau bureau, fixant les chiffres, essayant de les rendre réels. 8 ans plus tôt, je mangeais un gâteau d'anniversaire cabossé dans une pension, me demandant si je pouvais me permettre des couches. Maintenant, j'étais millionnaire. Pas une richesse héritée, pas de l'argent de famille, le mien. Chaque dollar gagné par le travail et la volonté. Et refuser d'abandonner quand abandonner aurait été tellement plus facile. J'ai délibérément gardé un profil bas pendant ces années. J'utilisais le nom de mon entreprise pour tout. Rarement mon nom personnel, aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune photographie dans les publications de l'industrie, aucune démonstration ostentatoire de succès. Mon bureau était à Hoboken, loin de Ridgewood et des gens qui me connaissaient autrefois. Personne de mon ancienne vie n'aurait reconnu la femme d'affaires confiante en tailleur qui concluait des affaires valant plus que leur maison. La transformation de mère célibataire en difficulté en promotrice immobilière me surprend encore parfois. Je suis passé de 2 paires de pantalons de travail à un placard organisé par saison et occasion. Je garde toujours ces 2 pantalons d'origine, cependant. Ils sont encadrés dans mon placard comme de l'art. Certaines personnes accrochent des diplômes. Moi, j'accroche des rappels en mélange de polyester d'où j'ai commencé. À travers tout cela, Iris est restée mon centre, ma raison, mon étoile du Nord. Quand elle avait 7 ans, elle a commencé à poser des questions sur les grands-parents. Ses amis à l'école parlaient de rendre visite à la maison de grand-mère, d'être gâtés avec des biscuits et des cadeaux, d'avoir cette relation spéciale que les grands-parents et les petits-enfants partagent. Iris voulait savoir pourquoi elle n'avait pas cela. Je lui ai raconté une version simplifiée de la vérité. J'ai expliqué que parfois les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils devraient aimer, et mes parents avaient fait ce choix. Je ne l'ai pas dressé contre eux. Je ne l'ai pas utilisé comme une arme pour ma propre douleur. Je lui ai juste dit les faits avec des mots qu'une enfant de 7 ans pouvait comprendre. Elle y a réfléchi un instant. Cette belle fille avec mes yeux et son propre esprit féroce. Puis elle a haussé les épaules et a dit que c'était leur perte parce que j'étais la meilleure maman du monde. J'ai pleuré sous la douche cette nuit-là. Des larmes de joie et des larmes de tristesse toutes mélangées, s'écoulant dans l'évacuation avec les derniers restes d'espoir que mes parents pourraient changer d'une manière ou d'une autre. En parlant de changement, je devrais vous parler de Russell. Russell Okonko était un architecte de 34 ans, divorcé avec un jeune fils, brillant dans son travail et patient d'une manière qui m'était étrangère. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence de l'industrie quand j'avais 29 ans. Il présentait sur la conception de bâtiments durables. Je faisais semblant de prendre des notes tout en jugeant en fait les cartes de visite de tout le monde. Il m'a invité à prendre un café après. J'ai dit non. Il a redemandé 1 mois plus tard. J'ai encore dit non. La 3e fois, 6 mois après, j'ai finalement dit oui. Principalement parce que sa persévérance était devenue suffisamment impressionnante pour être récompensée. Voici la chose à propos de Tyler Webb. Il n'a pas seulement brisé mon cœur. Il a brisé ma capacité à faire confiance. Pendant des années après lui, je ne pouvais pas regarder la gentillesse d'un homme sans chercher l'arrière-pensée. Chaque compliment me semblait être la première étape d'une arnaque. Chaque promesse sonnait comme un mensonge attendant de se révéler. J'avais construit des murs si hauts autour de mon cœur que je n'étais pas sûr que quelqu'un puisse les escalader. Russell n'a pas essayé de les escalader. Il s'est simplement montré constant,
à respecter mes limites et à prouver par ses actions plutôt que par ses paroles qu'il était exactement celui qu'il semblait être. Il a fallu des années, littéralement des années d'amitié, de lente construction de la confiance, sans qu'il ne pousse jamais pour plus que ce que j'étais prête à donner. Au moment où Iris avait 8 ans, Russell et moi étions officiellement ensemble. Il avait gagné sa place dans ma vie à la dure, ce qui est la seule manière qui compte. Pendant ce temps, j'ai suivi l'entreprise Hall Construction par les registres publics et les potins de l'industrie. Pas de manière obsessive, juste assez occasionnellement pour savoir que l'empire de mon père s'effondrait pendant que le mien grandissait. Gérald avait perdu 2 contrats majeurs au profit de concurrents plus jeunes, plus affamés et plus adaptables. Il avait contracté une 2e hypothèque sur ma maison d'enfance, la maison d'où il m'avait chassé avec une telle fureur vertueuse. La sœur de ma mère a mentionné lors d'un événement communautaire que la fierté de Gérald ne lui permettait pas d'admettre qu'ils étaient en difficulté. Il faisait toujours semblant que tout allait bien pendant que les fondations pourrissaient sous lui. Je ne ressentais rien en entendant ces choses. Aucune satisfaction, aucune pitié, juste une sorte de reconnaissance distante, comme lire le malheur d'un étranger dans le journal. Puis j'ai vu l'annonce, Thornfield Estate, 6 chambres, 4 acres, une propriété historique à Ridgewood qui était sur le marché depuis 2 ans parce que le prix demandé était ambitieux et les besoins de rénovation importants. C'était à 3 miles de la maison de mes parents. C'était aussi dans l'un des meilleurs districts scolaires du New Jersey, parfait pour Iris. Alors qu'elle approchait des années de lycée, la propriété avait une structure incroyable, et je pouvais déjà voir exactement ce qu'elle pourrait devenir. Je me suis dit que je l'achetais parce que c'était un bon investissement. Parce qu'Iris méritait ce jardin que je lui avais promis quand elle avait 3 ans, parce que les écoles de Ridgewood lui donneraient des opportunités qui comptaient. Tout cela était vrai. Mais je mentirais si je disais que je n'ai pas souri en signant ces papiers. Certains achats sont pratiques. Certains achats sont poétiques. Celui-ci était les 2. Nous avons emménagé à Thornfield Estate 2 semaines avant le 9e anniversaire d'Iris. J'avais 30 ans, je m'étais faite seule, réussie, au-delà de tout ce que mon moi de 21 ans aurait pu imaginer. J'avais une fille qui savait qu'elle était aimée, un partenaire qui avait gagné ma confiance, et une maison qui m'appartenait entièrement. Je n'ai pas pensé à mes parents. Je n'en avais pas besoin. Mais Ridgewood est une petite ville, et les secrets ont une durée de vie très courte. Les rumeurs ont commencé quelques jours après mon emménagement. Ridgewood n'est pas un grand endroit. Les gens parlent, les gens remarquent, et quand la fille reniée de Gérald Hall apparaît soudainement dans un domaine historique valant plus que les revenus d'une vie de la plupart des gens, les gens parlent certainement. J'ai entendu les rumeurs indirectement par Russell, qui les avait entendues d'un collègue qui les avait entendues d'un voisin. As-tu entendu dire que la fille de Gérald Hall est de retour? Celle qui l'a mise à la porte il y a des années. Elle vit au domaine de Thornfield, la propriété de 8 millions de dollars. Peux-tu le croire? Avant de continuer, je dois prendre une seconde pour vous remercier. Si cette histoire vous touche, veuillez prendre un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela signifie vraiment tout pour moi. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez en ce moment et quelle heure il est. Je lis chacun d'eux. Merci du fond du cœur. Maintenant, revenons à ces murmures. Les rumeurs se sont répandues à Ridgewood comme un feu de brousse dans de l'herbe sèche. Tout le monde savait, sauf apparemment Gérald et Constance Hall. Ils existaient dans leur propre bulle de déni, prétendant toujours que leur réputation était intacte. Croyant toujours que personne ne connaissait leurs problèmes financiers ou leurs filles rejetées. Constance a été la première à le découvrir, par son club de bridge de toutes choses, une amie bien intentionnée lui a demandé si elle était excitée d'avoir Phoenix de retour en ville, d'avoir accès à sa petite fille. Constance est apparemment devenue pâle comme un linge et s'est excusée tôt. Elle l'a dit à Gérald cette nuit-là. Je ne peux qu'imaginer comment cette conversation s'est déroulée. Son visage quand il a réalisé sa stupide erreur, la fille qu'il avait jetée comme des ordures vivait maintenant dans une maison qu'il ne pourrait jamais se permettre. La fille qu'il avait effacée des photographies valait plus que ce qu'il ne serait jamais de nouveau. Gérald n'y a pas cru au début. Ne pouvait pas y croire. Il a recherché Phoenix Rise Property de manière obsessive. Selon ce que j'ai entendu plus tard, il a trouvé le portefeuille,
les récompenses, la reconnaissance de l'industrie, à trouver des photographies de moi lors de conférences, serrant la main de mère et de promoteur, ne ressemblant en rien à la fille en pleurs à qui il avait donné 1 heure pour faire ses valises. J'imagine que son visage a traversé plusieurs étapes pendant cette recherche. Confusion, déni, reconnaissance, et finalement quelque chose qu'il n'avait probablement pas ressenti depuis des années, le désespoir. C'était un samedi matin quand l'appel est arrivé. J'étais dans mon bureau à la maison, révisant les plans d'un nouveau projet de développement, buvant du café et profitant du calme. Iris jouait dans le jardin avec le fils de Russell, leur rire flottant par la fenêtre ouverte comme de la musique. Mon équipe de sécurité a appelé, très professionnelle, très neutre. Ils m'ont informé qu'il y avait un couple âgé à l'entrée principale. Le couple prétendait être mes parents et demandait l'accès à la propriété. Mon cœur s'est arrêté. Puis il a recommencé, plus vite qu'avant. J'ai regardé par la fenêtre Iris, ma fille, heureuse et innocente, inconsciente que les personnes qui l'avaient rejetée avant même sa naissance, se tenaient actuellement à notre portail, attendant d'être admises. J'ai dit à la sécurité de les informer que j'arriverais sous peu. Puis je les ai fait attendre 47 minutes. J'aimerais vous dire que ce n'était pas de la mesquinerie, que j'avais réellement besoin de ce temps pour me composer, pour préparer ce que j'allais dire, pour calmer mes nerfs. Et c'était en partie vrai, mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une certaine satisfaction à savoir que Gérald Hall se tenait devant un portail, attendant la permission d'entrer pendant que sa fille prenait son temps pour décider s'il valait l'effort. Certaines choses s'obtiennent par la patience. D'autres s'obtiennent en faisant attendre les gens. Quand je suis finalement descendue au portail, je les ai vus clairement pour la première fois en 9 ans. Gérald avait mal vieilli. Le stress de la ruine financière était écrit sur son visage en lignes profondes et en peau grise. Il avait perdu du poids, mais pas d'une manière saine, de la manière qui vient de l'inquiétude qui vous ronge de l'intérieur. Constance se tenait légèrement derrière lui, plus petite et plus fragile que je ne m'en souvenais. Ses yeux rouges comme si elle avait pleuré récemment. Gérald a essayé de sourire quand il m'a vue. C'était la chose la plus pathétique que j'ai jamais vue de ma vie. Cet homme qui m'avait crié dessus, qui m'avait traité de stupide erreur, qui m'avait donné 60 minutes pour m'effacer de son existence, essayait maintenant d'avoir l'air chaleureux et paternel. La performance était si mauvaise qu'elle aurait été drôle si elle n'avait pas été si tragique. Il a commencé à parler immédiatement. N'a même pas attendu que je parle. Les mots sont sortis de sa bouche à propos de la famille et des malentendus et de l'eau sous les ponts et d'aller de l'avant. Il a parlé de la fierté qu'il avait de ce que j'avais construit. Fier. L'homme qui m'avait dit que j'étais sans valeur revendiquait maintenant de la fierté pour mon succès. Constance n'a rien dit. Elle a juste regardé la propriété derrière moi, les jardins, la preuve de la vie que sa fille avait construite. Sans aucune aide de sa part, je me suis demandé ce qu'elle pensait. Je me suis demandé si elle ressentait du regret ou juste de l'envie. J'ai laissé Gérald finir son discours. Cela a pris un certain temps. Il l'avait clairement répété, bien que pas assez pour le rendre convaincant. Quand il a finalement arrêté de parler, j'ai parlé pour la première fois. Je n'ai pas crié. J'avais imaginé ce moment pendant des années. Et dans mon imagination, je criais toujours, hurlant toute la douleur et la colère et la blessure qui avaient macéré en moi. Mais debout là, regardant cet homme diminué qui me terrifiait autrefois, je ressentis quelque chose d'inattendu, du calme. Je lui ai dit qu'il m'avait appelé une stupide erreur, qu'il m'avait dit que je n'étais rien, qu'il m'avait effacé des photos de famille comme si je n'avais jamais existé. J'ai rappelé à Constance qu'elle m'avait écrit une lettre choisissant son confort plutôt que sa propre petite fille, que son « désolé » n'était pas suffisant alors et ne le serait jamais maintenant. La façade de Gérald s'est fissurée. Il a avoué que la compagnie était en faillite. Ils étaient sur le point de perdre la maison. Tout ce qu'il avait construit était parti et il avait besoin d'aide. Il m'a réellement dit ces mots. Il a dit que je devais les aider parce que c'étaient mes parents. J'ai presque ri, presque, parce que voici l'homme qui avait refusé d'être mon père quand j'avais besoin de lui, exigeant que je sois sa fille maintenant qu'il avait besoin de moi. Il me voyait enfin capable, mais seulement parce qu'il avait besoin de mon chéquier. Mieux vaut tard que jamais. Certaines personnes pourraient dire non.
Certaines choses sont simplement trop tard. J'ai regardé mon père pendant un long moment. Je l'ai vraiment regardé. Cet homme qui avait façonné toute mon enfance avec sa déception et ses exigences, qui m'avait fait me sentir comme un échec simplement pour être né du mauvais sexe, qui m'avait jeté quand j'avais le plus besoin de lui et s'attendait à ce que je revienne en rampant quand il avait besoin de moi. Puis j'ai regardé ma mère, la femme qui avait choisi le silence plutôt que l'amour, qui avait regardé sa seule fille se faire rejeter et n'avait rien fait, qui avait écrit « Désolé » dans une lettre comme si ce seul mot pouvait panser une blessure qui allait jusqu'aux os. Et j'ai souri. Non pas avec cruauté, non pas avec vengeance, non pas avec la satisfaction de les voir souffrir. J'ai souri parce que j'ai réalisé, debout là devant ma belle maison avec le rire de ma fille en arrière-plan, que je n'avais plus besoin de rien d'eux. Ni leur approbation, ni leur regret, ni même leur reconnaissance de la façon dont ils avaient eu tort. J'étais libre. J'ai dit à Gérald que je n'allais pas l'aider. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que je ne lui devais rien. Il l'avait clairement indiqué 9 ans plus tôt quand il m'avait donné une heure pour faire mes valises. La dette entre nous était réglée au moment où je suis sortie de sa porte. Je lui ai dit que j'avais une fille qui n'avait jamais su ce que c'était que de se sentir indésirable. C'était mon héritage. Pas de sauver des gens qui m'ont jeté quand j'étais au plus bas. Puis je me suis tournée spécifiquement vers Constance. Je lui ai dit qu'elle aurait pu le quitter. Elle aurait pu me choisir. Elle aurait pu être une mère quand ça comptait. Elle ne l'a pas fait. C'était son droit, son choix, et c'était le mien. Gérald a d'abord essayé la colère, a élevé la voix, a parlé de tout ce qu'il avait fait pour moi en grandissant. Il a essayé de me faire sentir coupable. Ça a rebondi sur moi comme la pluie sur du verre. Sa colère n'avait plus de pouvoir. Puis il a essayé la culpabilité, m'a rappelé qu'ils étaient vieux, qu'ils n'avaient nulle part où aller, que j'étais leur seul enfant. Je n'ai rien ressenti. La culpabilité qu'il essayait d'évoquer avait été consumée en moi il y a des années. Finalement, il a essayé quelque chose qui ressemblait presque à un remords sincère. Sa voix s'est brisée. Ses yeux sont devenus humides. Il a dit qu'il était désolé, qu'il avait eu tort, qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Trop peu, 9 ans trop tard. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait la paix, mais qu'il ne la trouverait pas ici. Pas à mon portail, pas dans ma maison, pas dans ma vie. Constance a parlé pour la première fois depuis leur arrivée. Sa voix était petite, à peine un murmure. Elle a demandé si elle pouvait au moins voir Iris juste une fois, juste pour voir sa petite fille. Pendant un instant, mon cœur a vacillé. C'était ma mère. La femme qui m'avait tressé les cheveux quand j'étais petite avant que Gérald ne décide que c'était trop féminin. La femme qui m'avait glissé $500 par l'intermédiaire d'un cousin quand je n'avais rien. Puis je me suis souvenu de la lettre. Je me suis souvenu de « désolé ». Je me suis souvenu des années de silence, des années à le choisir lui plutôt que moi, des années à me laisser me débattre seule pendant qu'elle préservait sa vie confortable. Je lui ai dit qu'Iris ne savait pas qu'elle existait, et j'ai dit, garder les choses ainsi était la chose la plus gentille que je pouvais donner à ma fille. Le visage de Constance s'est froissé. Gérald a mis son bras autour d'elle, essayant toujours de maintenir une certaine dignité, jouant toujours le rôle de mari protecteur, même s'il n'avait rien protégé. Ils sont partis lentement, comme s'ils espéraient que je changerais d'avis. Je les ai regardés retourner à leur voiture, un véhicule qui était plus vieux qu'il n'aurait dû l'être, montrant le genre d'usure qui vient des entretiens différés et des budgets serrés. Ils sont partis. Je suis restée à ma porte jusqu'à ce que leur voiture disparaisse au coin de la rue. Et je me sentais plus légère à chaque centimètre de distance entre nous. Iris est arrivée en courant quelques minutes plus tard, le fils de Russell la poursuivant. Elle a demandé qui étaient ces gens. J'ai regardé ma fille, cette belle, joyeuse et confiante jeune fille qui savait qu'elle était aimée chaque jour de sa vie. Qui n'avait jamais été appelée une erreur, qui n'avait jamais été faite pour se sentir comme si elle n'était pas assez. Je lui ai dit qu'il n'était personne d'important, et je le pensais. Ce soir-là, Russell est venu dîner. Nous nous sommes assis dans le jardin à regarder les enfants jouer, mangeant de la nourriture que j'avais.
En fait, j'avais payé quelqu'un d'autre pour cuisiner parce que je pouvais me le permettre maintenant parce que j'avais construit quelque chose à partir de rien et que j'étais autorisée à en profiter. Iris a montré à Russell son dernier dessin. Notre famille, notre maison, notre grand jardin avec des arbres, des fleurs et une balançoire. 3 personnages se tenant la main, plus le fils de Russell à côté d'eux. Une famille qui n'avait rien à voir avec le sang et tout à voir avec le choix. J'ai regardé ma vie, ma fille que j'avais élevée seule pendant les années les plus difficiles. L'homme qui avait gagné ma confiance par la patience et la constance, la maison qui m'appartenait entièrement, payée avec l'argent que j'avais gagné grâce à mon intelligence et mes efforts. Pas une seule pièce ne venait de Gérald ou Constance Hall. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Ceux qui jettent leurs enfants ne peuvent pas revendiquer leur succès. Je suis née de mes cendres parce qu'il le fallait. Mes parents n'ont même jamais essayé d'allumer l'allumette. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'autres de mes histoires les plus captivantes sont déjà sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et ne manquez pas le meilleur. Vous allez adorer. À la prochaine.